Ok, donc moi ce que je vais faire, Jean-Baptiste, c'est qu'au fur et à mesure que ça toque à la porte, je vais les laisser entrer. Ok. Et si tu veux, on peut attendre jusque 20h10. Bon, on n'a qu'à faire ça, ouais, le temps que tout le monde se déjugue, puis à 10, on décolle. Ouais. Je vais regarder peut-être sur l'autre. Peut-être essayer d'aller voir l'autre. Bon, il n'y a pas de nouvelles arrivées, donc on peut peut-être débuter quand même. Ah, Ok. Romain, tiens, qui vient d'arriver. C'est que ça doit être le bon lien. Je te laisse la parole. C'est parti. On est parti. Bon, tu vois, là, c'est bon, tu vois la 1, La 1, c'est oui. et là, tu vois la 2. Oui, il y a un petit Ok. délai. Bon. Et bah, du coup, c'est parti. Et bah, bon, bonjour tout le monde. Donc, je vais voilà, vous partager différentes photos, points de vue et tout ce qu'on voudra, expérience à propos d'un voyage botanique que j'ai réalisé en septembre dernier en Californie. Donc, c'était un voyage qui était organisé par l'IOS, donc c'est l'International Oak Society, donc la société internationale des chênes. Donc, j'ai intitulé la ruée vers les chênes dorés de Californie. Il y a des jeux de mots, c'est très rigolo. Alors, j'espère que les photos arrivent en même temps que je parle. Bon, voilà, les dates, hein, on était du 13 au 23 septembre et du coup, j'ai peut-être impacté certains d'entre vous dans les oraux, mais a priori, on s'était quand même organisé pour que ça tombe bien. Alors, un petit point de contexte. Donc, bon, voilà, la Californie, un des 50 États des États-Unis, tout au sud-ouest. Euh, qui est à peu près peuplé autant que la France, grosso modo, hein, si on fait un rapport de taille par population, enfin, densité au mètre carré, qui a pour capitale Sacramento. Euh, Nous voici donc, alors c'est bien de parler un petit peu de climat et de relief, parce que du coup ça va beaucoup impacter ce que vous allez voir par la suite. Donc le nord est pas mal arrosé, hein, c'est un climat humide, tempéré. Le sud est aride. Euh, donc là, les données sont en inch et un inch, c'est à peu près 25 mm, pour vous donner une idée. Donc le sud-est, c'est un désert. Enfin, c'est plusieurs déserts, mais pour autant, il y a énormément de végétation et de diversité. Et si on regarde un peu les reliefs, donc à l'est, vous avez parmi les plus hautes montagnes des États-Unis, si on exclut l'Alaska, qui s'appelle la Sierra Nevada. Vous avez des montagnes au nord, des montagnes à l'ouest aussi, le long de la mer, euh, qui s'appellent les Coast Range. Donc c'est en français la chaîne côtière. Ces deux chaînes de montagnes se rejoignent au sud par ce qu'on appelle les Transverse Range. J'utilise ces mots-là, mais voilà, je vais aussi les utiliser dans mes diapos ensuite. Et au milieu, vous avez la vallée centrale, qui est très agricole, très très agricole. Donc la vallée centrale, l'altitude c'est 0, c'est entre moins 4 et plus 4 mètres d'altitude. On est au ras des pâquerettes. En Sierra Nevada, on monte à 4000 mètres à peu près.
Et vous avez la vallée de la mort, par exemple, qui est en dessous du niveau de la mer à moins 80 mètres. Où d'ailleurs il y a eu des petits records de chaleur. Ouais, je pense que je n'oublie rien à ce propos. Donc, la Californie s'inscrit dans un contexte de hotspot de biodiversité, donc, qui s'appelle ici la province floristique de Californie. Donc, on n'est pas uniquement sur les frontières de l'État, les frontières de l'État, ni même du pays en question. Ça déborde un petit peu au nord de la Basse-Californie Nord, au Mexique, et au sud de l'Oregon. Et on retrouve ici des plantes qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. 65% ils sont endémiques. Il y a même 52 genres botaniques qui ne se trouvent que ici. Donc c'est assez riche. Enfin, c'est très très riche. Beaucoup plus riche que l'Europe. Donc la Californie, l'état des chênes. Donc là, c'est un petit point de classement botanique. Ne vous inquiétez pas, tout le reste est buvable. Ici, donc en première ligne, voilà, les chênes appartiennent à la famille des Fagacées. La famille des Fagacées comporte une dizaine de genres. Bon, des fois, il y a des révisions, mais grosso modo, c'est ça. En marron, les genres présents aux États-Unis. Castanea, c'est le châtaignier. La Californie n'est pas concernée. Chrysolepis, nous en parlerons. Fagus, le hêtre, non concerné en Californie. Notolethocarpus, nous en parlerons un petit peu aussi. Et Quercus, qui va principalement nous intéresser. Alors, je ne vais pas parler que des chênes. Hein. L'objet de ce voyage, c'était les chênes, mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres trucs à voir. Et donc, les chênes sont divisés en deux sous-genres, Ceris, Quercus. Ceris, c'est uniquement Eurasie et Sud-Méditerranée, enfin nord de l'Afrique. Donc, il n'y a que des sous-genres Quercus aux États-Unis. Et tout ça est divisé en 5 sections. Donc, les Lobatae, c'est les chênes rouges. Ponticae, bon, il n'y a que 2 espèces, de toute façon, on n'en verra pas, mais il y en a une en Californie. Protobalanus, qui va principalement nous intéresser, qui sont les chênes dorés. Il y a 5 espèces en tout. Quercus, c'est les chênes blancs, voilà, comme le chêne pédonculé que vous avez probablement chez vous, ou pas très loin. Et les Virentes, on va en parler un petit peu, mais il n'y en a pas en Californie à proprement parler. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Là, je vous ai quand même mis la liste de tous les chênes connus en Californie, donc les espèces et les variétés botaniques. Voilà, j'ai mis un petit peu de couleur pour que vous repériez les sections. Beaucoup de chênes blancs hein, qui sont en vert ici, quelques chênes rouges et les 5 chênes dorés, ainsi que Sadleriana qui du coup est un des 2 Ponticae. Ces chênes du coup peuvent s'hybrider dans la nature, mais à chaque fois, en contexte naturel, quasiment dans tous les cas, c'est uniquement au sein de la même section. Ainsi, on voit du coup que les parents du premier, par exemple, avec Utidens, sont tous les 2 des chênes blancs, donc de la section Quercus. Contrario, Ganderi, ses parents sont des chênes rouges, donc de la section Lobatae. Donc la petite étoile, là, c'est pour vous dire que ça n'existe qu'en Californie. Pareil pour les espèces, là, voilà, c'est endémique à la Californie états-unienne. Ah oui, puis un petit point aussi, moi quand j'utilise le mot Amérique, c'est pour un continent. Les États-Unis, ce sont les États-Unis, point. Donc si vous m'entendez dire Amérique, c'est plus vaste que les États-Unis. Donc voilà le voyage que nous avons réalisé du nord au sud. Donc cet exposé va être décomposé en 3 parties, la partie Sacramento, la partie Los Angeles, la partie San Diego. Je ne vais pas parler de toutes les journées, enfin je vais juste défiler des diapos avec 2 commentaires, mais je vais surtout m'intéresser à 4 journées sur la première étape et principalement parler de la 3e journée dans les Tahoe National Forest. Nous sommes donc... alors moi, c'était la première fois que je prenais l'avion, un vendredi 13, impeccable, il ne faut pas être superstitieux. Et bon, après de multiples péripéties, notamment à Paris,
j'arrive à Salt Lake City, puis à Sacramento, qui est la ville la plus ensoleillée du monde, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord. Donc je pars d'ici à 5 heures, il fait 5 degrés, j'arrive là-bas à 18 heures, il fait 40 degrés. C'est deux salles, deux ambiances. Et je rejoins toute l'équipe à Davis, qui est une petite ville au sud de Sacramento, une ville très, très bobo, où il y a du coup un arboretum et un jardin public qui avait d'ailleurs abrité une conférence sur les chênes en 2018. Et j'ai tenu, après avoir dit bonjour à tout le monde, il y a une pépinière que j'ai tenu à peu près un quart d'heure avant d'aller dans une nouvelle pépinière. Bon, mais c'est demain, enfin du coup maintenant, là, ce samedi 14, que le voyage commence vraiment. J'ai une question, Jean-Baptiste. Ouais. J'ai bien compris qui était à l'origine de l'organisation de ce voyage, mais le but? Alors du coup, c'est la Société internationale des chênes qui, tous les ans, organise des voyages botaniques, sauf sur les cycles de 3 ans. Par exemple, à 2025, il y aura une conférence, donc c'est un peu particulier. Et le but, justement, c'est de permettre aux adhérents de découvrir une région du monde. Alors des fois, c'est uniquement dans des jardins. Par exemple, cette année, il y a un groupe qui part en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc il n'y a aucun chêne là-bas dans la nature, mais il y a des jardins qui probablement en ont. Et là, du coup, le but de ce voyage, c'était de pouvoir les rencontrer dans la nature. Et le but que moi, je m'étais fixé, c'était de les rencontrer et aussi de voir des séquoias que je voulais voir depuis très longtemps. Mais voilà, le but, c'était la découverte, quoi. C'est bon, Marie? Ouais, bon, allez. Donc, tu m'as entendu, Marie? Pardon, je t'ai fait un signe, mais tu me vois peut-être pas. Je te disais que c'était Non. OK. J'avais compris. Mais je te Ok, remercie. J'ai bien entendu ta réponse. ok. Donc, le premier jour, donc on a vu ce qu'on appelle les chaparrales. Alors, c'est une formation végétale très classique en Californie. C'est un peu l'équivalent de la garrigue chez nous, plutôt dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, concrètement. Et donc, du coup, c'est un voyage qui nous a mené de Davis à Lakeport, donc au pied d'un lac. Je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, mais Oui, on le voit. ouais, donc voilà. Nous, Ah oui, c'est bon. on s'est baladé ici, quoi. Toutes les photos ont été prises dans cet endroit-là. Donc voilà le paysage à peu près commun dans ce milieu. Donc voilà, c'est des canyons. Il ne fait pas si chaud, enfin si, il fait chaud, mais honnêtement, c'était très supportable, hein, même quand on a vécu 1 an et demi à 10 degrés ici. Donc le sol, lui, est composé de serpentine. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Donc la serpentine, c'est une roche bleue, qui est du coup saturée en certains éléments et qui confère à ce sol certaines spécificités. Donc du coup, il y a des plantes qui ne poussent que là et qui sont d'ailleurs assez difficiles à acclimater ailleurs que sur ce sol. Ouais, un des inconvénients de cet endroit, notamment ce chêne, Quercus durata, qui monte à 1 mètre, 1,50 m de haut, qui s'étale, qui pousse que sur ce type de sol, donc c'est très très compliqué de l'acclimater ailleurs. Bon, le conifère dominant ici, c'est un cyprès, Hesperocyparis ou Cupressus. Voilà, ça change un petit peu tout le temps les noms pour les cyprès américains. Mais donc voilà, le cyprès de Sargente dans un canyon. Donc je passe assez vite sur cette journée. Cercocarpus, ça c'est une plante de la famille des rosacées. Et ce qu'on voit du coup, ce sont ces fruits, des akènes, qui du coup volent et se plantent aussi dans le pelage des animaux. C'est le genre de plante qui ne fait pas beaucoup de feuilles, qui rationalise un maximum la surface de ses feuilles pour ne pas se dessécher à la chaleur. Parce que forcément, il pleut surtout en hiver et très très peu en été. Donc forcément, entre les canyons, à certains endroits, il y a suffisamment d'espace pour avoir une vallée plate avec des sols riches et profonds. Donc la végétation n'est pas morte, hein. Beaucoup d'endroits, du coup, l'herbe est sèche en Californie en été,
mais c'est tout à fait normal. Hein, c'est complètement un autre paysage au mois d'avril, mais c'est des couleurs de partout. C'est aussi très très riche en flore herbacée. Donc c'est pas du tout grave de voir ça, c'est pas un triste signe de la nature, c'est tout à fait normal, c'est une adaptation. Voilà encore un petit peu le paysage. En plein milieu, on voit une plante avec un feuillage un peu sec. C'est un marronnier de Californie, Aesculus californica, qui fait des très très gros marrons, mais qui forme plutôt un arbuste de 4-5 mètres de haut. Un très très beau chêne qui a un feuillage bleu, Quercus douglasii. Quand vous voyez le mot douglasie sur une plante, c'est que ça vient en général de cet endroit du monde, de la côte ouest, ouais, ou de la côte est pacifique, on voudra, mais toujours à cet endroit. Donc ça, je pensais que ça restait plus petit que ça, mais en fait, dans les sols profonds, ça fait quand même des arbres assez puissants. Vous aviez un guide? Ouais, donc on était guidé par un pépiniériste de l'Oregon, l'État du dessus, du côté de Portland, la pépinière Cistus, qui fait partie de l'International Oak Society et qui du coup connaissait assez bien tous les coins. Voilà, il nous a pas mal baladé à droite, à gauche, puis il avait une bonne connaissance aussi de la flore, forcément. C'est ce que j'allais vous dire. Vous lui avez pas donné de cours? Ah non. Alors Non, sur les vous plantes l'avez- européennes ou asiatiques, je non, là, pense il que c'est maîtrisait. meilleur, mais D'accord. pour les Il plantes était à l'aise. californiennes, Il était ah à ouais. l'aise botaniquement, quoi. Ah oui, très très à l'aise. Ouais. Ouais. Bon, et du coup, sous ce Quercus douglasii, du coup, un chouette crotal. Donc la photo du crotal, c'est pas moi qui l'ai prise. En fait, je suis passé juste à côté. J'étais en short. Je suis vraiment un touriste. Bon, du coup, bon, c'est pas bien méchant comme bestiole. Enfin, c'est pas bien méchant. C'est très craintif. Donc, il n'y a pas trop de risques. Mais bon, voilà. La, La nature est très hostile en Californie. ouais, le botaniste ou pépiniériste, c'est de Cistus à Portland, Cistus Cistus Design, quelque nursery. chose comme ça? Ou peut-être design, ouais. Cistus Design Nursery? Ouais, ok. Ouais, ça se peut que ce soit ça, ouais. Ok, merci. Le nom exact, ouais. Donc, et le gars, c'est Sean Hogan. Hogan. Il a une page Instagram et Facebook intéressante. Il partage régulièrement des plantes, tout ça. Une plante qui a beaucoup marqué, qui marque aussi beaucoup le paysage, sont les Arctostaphylos, qui est un genre de la famille des éricacées, comme les rhododendrons compagnie, qui se rapproche plus de l'arbousier, pour le coup des arbutus, qui a une écorce à chaque fois extraordinaire et énormément d'espèces. Il y a à peu près 60 taxons dans le monde, dont 57 en Californie, donc on peut dire que c'est un genre assez présent en Californie. Mais une plante assez compliquée à cultiver. Je vais en montrer plusieurs en photo, mais voilà. Et forcément, la Californie, c'est les incendies. Donc, initialement, on devait prospecter un petit peu dans ce coin-là. On a dû aller un peu plus loin, parce que 2 mois auparavant, il y a eu un petit coup de chaud. Mais bon, voilà, on le voit dans le médaillon, il y a des plantes qui repartent très, très rapidement. La végétation est adaptée aux incendies. La végétation nécessite de la fumée, voire la chaleur des flammes pour pouvoir faire germer certaines graines ou permettre à certaines graines de s'échapper des enveloppes. Par exemple, pour les pins, il y a des cônes qui ne s'ouvrent pas tant qu'il n'y a pas de fumée ou suffisamment ou même les flammes pour libérer les graines. Donc le feu est essentiel à la survie de beaucoup d'espèces. L'inconvénient, c'est la répétition au même endroit des incendies, du coup, qui fait qu'il peut ne plus y avoir d'arbres, parce qu'à force d'être raboté, voilà, il y a une autre flore qui s'installe. Mais majoritairement, les incendies, ce n'est pas nécessairement dramatique en Californie. Laetitia Hallyday, on s'en fout dans la vraie vie. Donc voilà. Ah bon? Le lendemain, une forêt. Donc on est toujours sur la même partie, donc sur la côte, les Coast Range, donc la chaîne côtière, un tout petit peu plus au nord. Et donc là, on verra plutôt un paysage un peu plus forestier. Donc voilà, départ de Lakeport. Bon, quelques photos de touristes. Je me suis levé de bonne heure pour prendre mes notes. Et
Et du coup, je me suis installé, je ne savais pas, mais c'était une résidence de noirs, enfin, excusez-moi, mais bon, voilà, aux États-Unis, on dit ça comme ça, enfin, d'Afro-Américains. Bon, bah, du coup, ça leur faisait bizarre de voir un blanc assis sur un banc aussi. Bon, j'avais pas tilté du tout. Hein. Le chien, a priori, il voit pas les couleurs, donc ça lui a pas posé de problème. Bon, les gens étaient très gentils, les gens cohabitent, mais ils ont tendance un petit peu à se séparer quand même à certains endroits. C'est assez c'est ségrégué comme ça? Enfin, c'est vraiment réparti comme ça? Je pensais pas, j'avais pas de retour de ce type-là. Je savais pas que c'était aussi partitionné Ouais, quoi, bah, la moi en tout société cas, là-bas. là, je l'ai remarqué à certains endroits, et notamment là, ouais, sur la photo en haut à OK, gauche, du coup, c'est là où je me suis posé, et OK, c'était une résidence, il n'y avait pas un seul OK, blanc. OK, Et d'accord, alors que 10 mètres plus tôt, bah, c'était d'accord. plus mixte, voire plus clair OK, que d'accord. pas. OK, Mais bon, c'est fou. D'accord, je savais pas. ouais. Et bon, D'accord. du coup, petit lever de soleil OK. sur le lac. Premier arrêt, bon, un chêne. Bon, Mmh. c'est là que les ennuis commencent aussi, parce que du coup, les chênes s'hybrident dans la nature. Hein. Ah, Voilà. L'hybridation, c'est pas une maladie. C'est un truc souvent que les personnes qui ne connaissent pas grand-chose disent ah, non, je veux pas d'hybride, surtout pas d'hybride. Mais bon, voilà, dans la nature, les plantes s'hybrident. Hein, il ne faut pas confondre des manipulations génétiques avec des hybrides. Les hybrides dans la nature, ça existe, ça existera toujours, et avant nous, et ainsi qu'après nous. Donc là, on était sur un petit promontoire, et du coup, j'ai eu la chance de découvrir ce chêne-là que Sean n'avait pas vu. Coup de peau. Parce qu'en général, quand tout le monde va à droite, moi je vais de l'autre côté pour voir des trucs. Et puis bon, je suis tombé dessus, coup de chance. Il avait même été baptisé le chêne du français. Parce que du coup, j'étais le seul français. Puis j'étais le seul à parler français aussi. Donc voilà, la forêt ensuite que nous avons vue, qui est principalement composée de chênes diverses, plusieurs espèces de chênes cohabitent. Je ne vais pas toutes les citer, j'en citer une qui se trouvait pas tout en haut, mais presque. Donc ça, c'est un chêne couvre-sol, du coup, qui monte à 4-5 mètres maximum de haut. Donc là, la photo du milieu, enfin, sur le côté gauche du milieu, on voit un sujet vraiment mature. Hein. Là, c'est vraiment une grosse plante pour la partie entre le sol, et là, si vous voyez mon pointeur, ça faisait à peu près 2 mètres. Je passais dessous à l'aise, mais voilà, les feuilles étaient quand même pas très loin de la tignasse. Bon, ça a cramé il y a 4 ans, je crois. Et donc, du coup, les premières choses qu'on voit repartir, ce sont les chênes, et eux repartent du pied. Parce que pour le coup, les chênes ne veulent pas d'incendie pour développer leurs graines ou quoi. Ça, c'est inutile. Mais ce chêne-là, lui, a la capacité de repartir de la souche. Et ici, il agit comme une plante pionnière, quoi. Il refixe le sol et tout ça, il repart vraiment de sa souche. Donc, ouais, exceptionnellement, ça c'est un sujet assez exceptionnel, mais en général, voilà, c'est des plantes qui font 2 mètres de haut, c'est assez rare, 4-5 mètres. Et tout en haut, nous avions ce sapin, Bies magnifica chastensis, qui faisait à peu près une bonne trentaine de mètres, très massif. Donc pareil, qui a pris un petit coup de chaud il y a quelques années, mais on voit plusieurs générations de jeunes arbres se mêler en dessous. Donc du coup, voilà, la régénération se passe très très bien. Et j'ai mis une petite photo d'un sureau. C'était assez étonnant parce que lui, il était présent qu'entre 1600, 1700 mètres et 1800 mètres d'altitude. Il était vraiment sur cette petite fenêtre Sambucus mexicana qui fait des fruits bleutés et comestibles. J'en ai mangé directement sur place. Un autre Artostaphylose, voilà, qui avait un super feuillage, un très joli bois. Une petite plante, là, ça se faisait pas 1 mètre de haut. Les fruits sont comestibles de cette plante. Voilà un petit peu de paysage. En haut à droite, un cercis, les noms français. Il y a Cercis silicastrum, l'arbre de Judée, peut-être que vous connaissez. Donc là, on va dire que c'est une forme équivalente, mais version. Quand vous voyez le nom occidentalis, c'est ce côté-là du monde à chaque fois. Quand, les noms d'espèces c'est occidentalis, c'est comme là. Et en dessous, Toxicodendron des versilobum, qu'on appelle poison oak. Donc ça, c'est une plante assez sournoise, il faut connaître, qui est ultra urticante, mais vraiment ultra urticante. Hein. Ça peut créer des brûlures au 3e degré. Bon,
Donc, je me suis frotté dessus. Apparemment, j'ai eu de la chance, mais voilà, chaque fois, on me disait de bien faire attention parce qu'évidemment, on ne la voit même pas. C'est vraiment, c'est aussi ce qu'on appelle le sumac vénéneux. Donc, il y a deux espèces en général, il y en a une à l'est, une à l'ouest des États-Unis. Et bon, voilà, celle-ci, c'est celle de l'ouest, le Poison Oak. Le paysage sans soleil, le paysage. Toutes les zones que tu as visitées, il n'y a pas d'exploitation, elles sont à l'état naturel. Il n'y a pas de Ouais. gestion. Il n'y a pas de gestion. Il y a un petit peu de gestion. Il y avait un gros, à mon avis, les sapins de Noël, il y a beaucoup de personnes qui les prennent dans la nature, par exemple. Et donc là où il y avait les sapins, ça se sentait qu'il y avait des sapins qui devaient qu'on pouvait prélever. Il y avait une gestion un petit peu comme ça, un petit peu différenciée, si on pourrait dire. Mais du coup, j'ai pas remarqué une grosse activité de l'homme à part les routes. Et tout ça. Et souvent, c'était même pas des routes, c'était plutôt des pistes. Ouais, l'impact est visuellement comme ça est assez mineur dans ces zones-là. Dans d'autres zones, un peu. Voilà, ça c'était sur la route après un orage qui a fait que tout le paysage est devenu complètement orange. Alors, c'est une photo que j'ai prise en voiture. Hein, donc, mais bon, voilà, le paysage était assez chouette. Et là, un super moment dans le Tahoe National Forest. Donc, vous ne savez pas ce qu'il y a sur la photo. Moi, je sais ce qu'il y a sur la photo. Et je peux vous dire que, en tout cas pour une personne comme moi, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va en Sierra Nevada, donc la montagne qui se trouve à l'est, là où il y a les plus hauts sommets. Donc nous, on ne va pas dans les plus hauts sommets, mais voilà, on va de l'autre côté de la Californie, direction l'est. Donc on part de Willows, qui veut dire saule. Et on traverse pour aller jusqu'à Forest Hill. Donc, bon, il y a des fleuves, hein, et donc là, on a fait un petit arrêt sur un des bras de l'American River qui se jette dans le fleuve Sacramento, qui lui-même se jette dans la baie de San Francisco. Donc, bon, voilà, c'est son petit nom. Le paysage, vous le voyez. Donc voilà, le premier chêne doré dont je vais vous parler, Quercus chrysolepis, qui est le chêne, l'un des 2 ou 3 chênes les plus courants en Californie, les plus largement distribués, je veux dire, et qui est très très variable au niveau du feuillage. Enfin, il y a énormément de feuilles. Je vais vous en montrer 2-3 formes tout au long du voyage. Et donc chrysolepis, ça veut dire chryso, c'est doré, l'épice, les poils. Donc à poils dorés, surtout sur la cupule, donc le réceptacle du gland, qu'on voit un petit peu dans le médaillon en bas à droite. Voilà, la cupule était complètement dorée. Mais ce n'est pas un critère forcément pour le reconnaître, parce qu'à certains moments, la cupule n'est pas nécessairement dorée. Donc soit ça fait un arbre, soit ça fait un arbuste. Hein, c'est une plante qui est très très variable. Donc notre premier chêne doré. Et juste à côté de cette plante, ça paraît assez rigolo. Donc Diplacus, c'est synonyme Mimilus. Si vous connaissez les Mimilus, c'est des plantes aquatiques. Et donc ce genre a été scindé en plusieurs autres genres. Donc là, ça paye pas de mine, ça fait des grosses fleurs blanches au printemps. Diplacus grandiflorus. Et là, il poussait dans du caillou plein sud. Et Pelaea, c'est une fougère qui pousse en plein soleil dans le caillou. Donc là, elle est en mode été. Donc les frondes sont complètement refermées. Elle paraît totalement desséchée, mais voilà, c'est l'été pour elle. Donc elle est au repos. Et tout ça poussé vraiment de la roche sédimentaire voilà, dans ce type de falaise-là. Un point suivant, Last Chance. Donc Last Chance, c'est en lien avec la ruée vers l'or. L'American River, c'est un point assez fort justement de la ruée vers l'or. Et Last Chance, c'est un des dernières chances justement pour les prospecteurs. Durant cette ruée pour justement trouver de l'or, surtout pour les personnes qui n'étaient pas affiliées à des grosses compagnies minières. Bon, petit point histoire. Donc ici, en fait, tout a cramé il y a quelques années, mais ça repart à fond. Hein. Donc les arbres ont été débarrassés, même calcinés, la plupart ont été débarrassés. On a vu très très peu de troncs, enfin, juste les souches, ce qui n'est pas forcément le cas partout.
Sans doute que c'était réutilisable. Bon, là, voilà un Arctostaphylos qui recolonise pas mal le sol. Pinus lambertianus, ou lambertiana, d'ailleurs, j'ai un petit doute, qu'on appelle sugar pine. Je ne suis toujours pas renseigné à savoir si sugar pine, c'est en lien avec les graines ou pourquoi pas la sève, mais je pense plutôt les graines. Qui est du coup le pin le plus gros du monde. Il peut faire 80 mètres, ce pin de haut. C'est pas mal, hein, 80 mètres. C'est juste 3 fois les arbres chez nous. Ou 2 fois un très très gros être. Avec Chris, qui était le Britannique du groupe. Donc ici, bon, les arbres ont cramé, mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a une régénération au pied. On va voir un peu plus tard que ça, c'est grâce au feu. Quand il n'y a pas de feu, ben, il n'y a pas cette régénération. En tout cas, elle n'est pas nécessaire. La nature est bien foutue. Il y avait des troncs qui faisaient 1 mètre de diamètre facilement. Des couvre-sols, forcément. Donc, en Californie, il y a énormément de céanotes, que vous connaissez sans doute dans les jardins ornementaux. La plupart viennent de Californie, les céanotes. Ici, je n'ai pas pu identifier. J'étais incapable, même Sean me disait, bon, il y en a trop, et des fois, sans fleurs, c'est compliqué. Cameabacia foliosa en haut à droite, c'était une plante qui avait un parfum très particulier. Je me souviens que ça m'avait marqué, mais je n'arrive plus à savoir si c'était en bien ou en pas bien. Et en dessous, une sauge qui a élu domicile dans le goudron, qui a éclaté avec la chaleur. Salvia sonomensis, très très parfumé, très, très agréable. Plus fort que la sauge officinale à titre de comparaison. Voilà. Au sol, comment ça se passe. On voit une armoise aussi en haut à droite de Artemisia californica, tout simplement. Et un coin un peu hors du temps, Big Trees Grove. Donc là, on va pas mal regarder en l'air, avec des arbres monstrueux. Donc Pinus ponderosa, bon, ça devait être un petit gamin d'une 50aine de mètres. Pseudotsuga menziesi que vous voyez dans les forêts, mais que voilà, là il est originaire d'ici, donc c'est le sapin de Douglas. Donc là, bah, vous voyez, il y a une échelle. Hein, vous voyez mes collègues qui étaient, on les voit, les petites gens à droite. Ça vous donne un peu une idée de la taille des arbres à cet endroit. Pinus lambertiana, donc on a vu tout à l'heure, et là, il n'y a pas un seul plant au sol, rien du tout. Vraiment, aucune régénération. On a trouvé des graines par terre, mais pas de jeunes plants. Donc voilà, certainement en lien avec le feu, enfin, ou l'absence de feu. Là. Les séquoias géants. Donc à cet endroit-là, en fait, il y avait 5 séquoias debout. On était sur la population la plus au nord. Les séquoias sont géants, hein, et pas les séquoias toujours verts, ceux qui sont les plus hauts. Ça, c'est le plus gros arbre du monde. Hein. Le général Sharman fait 85 mètres de haut. Mais il est très très gros, c'est le tronc, enfin, c'est monstrueux. Là, c'était pas les plus gros sujets, mais malgré tout, là, c'est le plus gros qui faisait, si je dis pas de bêtises, 67 mètres de haut. Donc, bon, avec un drone, c'est plus facile, c'est impossible de prendre tout le séquoia en entier. Impossible. Donc 5 debout, et il y en avait 2 par terre, qui sont tombés dans les années 60, mais 1860. C'est long à se décomposer. En même temps, enfin, voilà. Il en faut des asticots pour bouffer tout ça. En dessous, bon, quand même des plantes. Donc Maianthemum, je me souviens plus, il y a le synonyme qui est plus connu. Mais bon, Maianthemum, c'est le nom normalement à utiliser, qui, voilà, qui recouvre le sol avec un gallium. J'ai pas réussi à identifier. Une ronce, Rubus parviflorus, comestible, par ailleurs. Alors, Alnus rombifolia, c'est censé être un arbre, mais au milieu de ces plantes-là, ça paraît être un arbuste, avec une quinzaine de mètres. Ça peut faire une vingtaine de mètres. Donc, un aulne. 2 cornouillers, donc Cornus nutali, plutôt connu, qui peut faire un feuillage bleuté quand il est en plein soleil. Un rhododendron occidentalé,
et un ribes que j'imagine être nevadensis sans trop de certitude. Un feuillage très parfumé, un peu comme les cassis. La plupart des ribes ornementaux sont originaires de Californie. Ce qu'on appelle le cassifleur, le groseillier à fleurs, ribes sanguineum, c'est originaire de Californie. Une fagacée qui n'est pas un chêne, qui fait des glands quand même, Notolithocarpus, qui ici faisait des buissons d'1,50 m de haut maximum, 1,20 m même plutôt, 2 mètres de large. Les glands sont comestibles par ailleurs, et c'est sans doute ici une nouvelle forme qui n'est pas encore décrite. Donc voilà, peut-être quelque chose de nouveau pour les botanistes. Moi, j'en ai déjà fait à la pépinière, mais pas cette forme-là, les deux autres qui sont officiellement existantes. Bon, voilà, affaire à suivre pour nommer celle-ci correctement. Quand vous voyez var, nova, c'est tout simplement qu'on pense que c'est nouveau, mais on n'a pas encore de nom. Une autre fagacée qui se trouvait aussi en dessous, donc toujours de la famille des chênes, et là on voit la proximité avec les châtaigniers, hein, le lien entre châtaignier, chêne, etc. Presque une espèce de chaînon manquant, qui du coup fait des bogues comme un châtaignier. C'est très très épineux si vous voyez la journée entre les mains. Donc ça c'est une plante qui drageonne. Elle drageonne complètement, on peut faire des tapis assez larges. Comestible sans doute aussi d'ailleurs, je n'ai pas essayé ça. Il y avait trop peu de graines pour essayer. Enfin comestible oui, intéressant à voir. Et sur la route du retour, notre deuxième chêne doré, Quercus vaccinifolia, qui est une absolue merveille. Une plante qui a toujours un feuillage un peu bleuté. Donc vous voyez, le gland est vraiment proéminent par rapport à la cupule, donc le réceptacle du gland. Là, ici, une population qui faisait 30 cm de haut, grosso modo, c'est un chêne qui drageonne. L'inconvénient, c'est que les fleurs ont gelé, donc il y avait très très peu de glands. Alors c'est un chêne qui fait des fruits sur 2 saisons, donc c'est-à-dire que la première saison il fleurit et c'est que la saison suivante qu'on va avoir les glands, même s'il fleurit tous les ans, mais donc du coup c'est toujours décalé. Donc ça voudrait dire s'il n'y avait pas beaucoup de glands là que ça fait 2 ans où il gèle fort et très tardivement. Donc a priori d'après Sean, voilà, c'était une des raisons d'un problème de gelée tardive. Et donc, moi, c'était une des espèces que je voulais absolument voir. Donc, du coup, je me suis cassé du groupe, en fait. Hein. Je suis parti 1 kilomètre, 2 kilomètres, comme ça, à l'aventure, dans la forêt. Et c'était très, très intéressant, parce que du coup, il a fallu que je reconnaisse les plantes. Et il y a beaucoup de plantes qui ont des feuillages bleutés. Donc, on a l'impression qu'il y a beaucoup de plantes un peu pareilles. En plein milieu, là, ça devait être un vaccinium, une myrtille, du coup. Que je n'ai pas identifié. Ouais, pas de fleurs, pas de fruits, bonne chance. Puis il y a beaucoup de vaccinium en Californie. Un Arctostaphylos qui couvrait le sol, lui il faisait 10-15 cm de haut, mais toujours un feuillage un peu bleuté. Un autre chrysolépis, qui était vraiment très sympa, avec un feuillage très doré, revers. Ouais, c'est des plantes intéressantes à essayer d'introduire en culture, tout ça. Même si c'est une plante compliquée. Il y en a très très peu en France. Et je connais qu'une seule pépinière qui en fait. Coucou, c'est moi. Et puis, bon, bah, comme d'habitude, hein, je suis reparti du groupe à un moment et j'ai eu la chance. Alors, moi, je trouve ça excitant, mais peut-être pas vous. Et je suis tombé du coup sur une plante pas unique, mais vraiment pas du tout commune, quoi. Donc, c'était un vaccinifolia, mais sur un tronc, ce qui n'existe pas. Un vaccinifolia, voilà, c'est un arbuste qui fait plein de troncs différents. Là, vraiment sur donc, bon, l'hypothèse, c'est que c'était un hybride, donc un hybride de chêne doré. Donc, la logique reste respectée. 2 derniers arbres pour finir. Un sapin du Colorado, mais la variété Lowiana, donc qui pousse naturellement ici. Les plus gros devaient faire une 40aine de mètres. Et un Pinus Jeffreyi. Donc, comme chacun le sait, une forêt, c'est homogène, tout fait la même taille. Hein. C'est important. Donc ça, Jeffreyi, je crois que ça doit faire une 60aine de mètres dans la nature.
Et nous quittons le nord pour rejoindre du coup la région de Los Angeles. Donc là, c'est une journée de transition. C'est toute la journée dans la bagnole, 2 petits arrêts quand même pour voir des choses. Donc là, on traverse la vallée centrale. C'est de l'agriculture intensive, puissance 10. Où Donc sont là, ce les qu'on voit, arbres? ouais, bon, les arbres, ça fait chier, ça fait de l'ombre, donc ça ne sert à rien. Ça, c'est une rizière. La Californie est un très gros producteur de riz, et donc forcément, c'est de l'OGM. En tout cas, j'en déduis que c'est de l'OGM. En Californie, ça ne les dérange pas. Vous avez tout, vous avez des véganes et de l'OGM. En Californie, c'est les extrêmes. Enfin, si, c'est pas forcément incompatible. Et de très beaux élevages bovins aussi. Il n'y a pas d'herbe. 1000 vaches, c'est un gamin qui commence, quoi. Ouais. C'est de la rigolade, quoi, 1000 vaches. Donc voilà, donc un paysage archi industriel, mais version agricole. Avec toutes les amandes que vous mangez, voilà, viennent de Californie aussi. Donc des vergers d'amandiers énormes partout, de noix. Enfin, qu'est-ce que j'ai vu aussi? Ah oui, de l'agave pour faire de la tequila aussi, pas qu'au Mexique. Enfin voilà, donc un paysage très très agricole. Heureusement, à certains endroits, nous avons quitté la vallée centrale. Donc ça, c'est la chaîne côtière qu'on voit. Donc dans la vallée centrale, en fait, c'est assez aride malgré tout, surtout sur la partie sud. C'est très très sec et chaud. C'est là où il fait le plus chaud quasiment, c'est dans la vallée centrale. Et donc là, c'est pas du sable, hein, encore comme tout à l'heure, c'est de la végétation herbacée, mais qui a fini son cycle. Et plus on rentre du coup dans des vallées en direction de l'océan, plus du coup c'est sinueux tout ça, et il y a des nuages qui arrivent lorsqu'il pleut du coup, à un peu plus irriguer certains versants. Et plus on rentre en fait, plus on va avoir apparaître une végétation arborescente. Donc là c'est beaucoup de chênes et de pins. Et on a fait une petite pause quand même pour déjeuner. On n'est pas des bêtes. Dans un canyon. Là, on n'est pas très loin de San Francisco, au sud de San Francisco. Et donc, vous voyez, il y a de l'eau. En fait, il y a des cours d'eau un petit peu partout en Californie. Donc, on peut trouver des peupliers, des saules, ce genre de plantes sans trop de difficultés en Californie. Et aussi des plantes juste à côté de terrains archi secs et qui veulent de la chaleur. Donc, il faisait forcément assez chaud. Mais malgré tout, tout à fait supportable. Donc, plein de petites plantes. J'ai vu un petit chêne qui était sympa avec une cupule bien dorée, mais pourtant c'est un durata, donc c'est un chêne blanc. Bon voilà, je passe assez vite sur cette journée. Là, on a fait ensuite une pause tout en bas de la vallée centrale, donc dans les transverse ranges, là où les deux montagnes sur les deux côtés se rejoignent donc. Et à la base, on devait faire un autre arrêt de l'autre côté de la route. Et en fait, il y a eu un gros incendie quelques semaines plus tôt. L'un des seuls trucs qui restait debout, c'était un McDo. Comme quoi, hein, la qualité, ça tient. Bon, bah, du coup, les chaînes qu'on devait voir, bon, bah voilà, c'est moins qualitatif qu'un McDo, donc ça n'a pas tenu. Et on s'est arrêté du coup un petit peu plus loin pour observer 3 espèces que nous n'avions pas encore vues. Celle-ci était recouverte de fourmis. Bon, moi, j'avais des objectifs, donc du coup, les fourmis, je m'en foutais un petit peu. Donc, Turbinella qui tient le sec à fond, Gariana semota, on a vu un de ses cousins tout à l'heure, Yellow Bata, le plus grand chêne de la côte ouest et de Californie. D'ailleurs, dans le deuxième jour, on est passé à côté ce qu'on appelle les National Champions, donc chaque espèce a un représentant forcément. Et donc on est passé à côté du plus gros Quercus lobata du monde, qui fait 47 mètres de haut. Donc c'est assez monumental. Et j'ai même eu des glands du plus gros en 2018. Et du coup j'ai un gamin qui pousse à la pépinière. Donc voilà, Quercus lobata qui a un feuillage, je trouve, extraordinaire. La vue dans les transverse ranges, donc au coucher du soleil. Et nous arrivons au nord de Los Angeles, à Pasadena. Donc voilà, les avenues sont bordées des Washingtonia Robusta.
Donc, 3 jours dans la banlieue de Los Angeles, d'abord au nord, ensuite au sud. Bon, c'est surtout des journées arboretum, enfin jardin arboretum. Moi, je n'ai pas trouvé ça passionnant. J'étais pas là pour voir des plantes en milieu artificiel, donc on va passer assez vite. On va surtout se garder la 3e journée. Voilà, Donc bon, une petite photo quand même dans Pasadena. Voilà, c'est très très végétalisé et très très diversifié. Vous voyez pas 2 plantes pareilles sur la photo. C'est très très riche. Alors c'est un quartier résidentiel et c'est pas une banlieue chaude, quoi. Quand vous entendez banlieue aux États-Unis, en général, c'est plutôt des endroits où il y a des sous. C'est pas la même chose qu'en France. Voilà, dans Pasadena, un très beau jardin, bien kitsch à souhait. Des pans. Aussi, il y avait des pans en liberté dans les rues. Bon, tout le monde trouve ça normal. Des drogués aussi. Bon, c'est Los Angeles. On a commencé par le Huntington, donc une institution très réputée et, à mon avis, qui touche beaucoup de sous de fonds, pas de fonds privés, quand même. Avec, bon, à gauche, là, ce qu'on voit, c'est un Corymbien citriodoras, c'est un eucalyptus citronné. En bas à droite, un platane, je crois qu'ils sont amusés en dessous des deux. Bon, chacun son délire. Donc les jardins sont très entretenus. Enfin, c'est assez impressionnant la qualité des scènes, etc. Donc là, c'est des scènes chinoises. Quercus brandegei. Donc on a parlé des sections. On avait la section Virentes. Et donc ça, c'est le seul représentant des Virentes côté Pacifique. Lui n'est pas présent en Californie états-unienne, mais il est présent en Basse-Californie, au Mexique. C'est un chêne qui est menacé dans son milieu, mais je ne me suis pas encore enseigné de savoir si l'homme y était pour quelque chose ou non. Des scènes japonaises. Et il y avait aussi un laboratoire justement pour multiplier les plantes qui nécessitaient d'être réintroduites ailleurs, par exemple. Il y a un gros travail là-dessus en in vitro. Bien ou pas bien, c'est ainsi. Los Angeles County Botanical Garden. C'est Arboretum et Botanical Garden d'ailleurs. Donc pareil, un jardin très entretenu, avec plein de collections différentes, plein de scènes. Bon voilà, des cactés. Alors, je ne connais pas grand-chose en cactés ni en palmiers. Une plante étonnante, les plumaria, qu'on appelle aussi les frangipaniers en français, qui poussent naturellement. Il doit y en avoir sur les îles antillaises françaises. Très parfumé. Ils avaient une grosse collection. Il y avait une forme botanique, c'était nos pétales avec les petites fleurs blanches, et sinon c'était plein de sélections différentes. Attention, ça essayez pas dans vos jardins, enfin, sauf s'il y a des gens vraiment de climat très protégé, ça va geler. C'est des plantes d'intérieur sinon. Une autre plante d'intérieur, un ficus, un toningui. Donc là, ce qu'on voit, c'est les racines. Les racines qui descendent de l'arbre jusqu'au sol pour se réenraciner. Et ça forme des rideaux comme ça. C'est assez étonnante. Bon, alors Los Angeles, quand il fait 10 degrés, c'est un début d'hiver. Ça, c'était Moi, je les vois danser, là, les palmiers. Et en dessous, en fait, c'est une roseraie. Nos roseraies sont plus sympas quand même. Et du coup, il y avait une file d'attente pour se faire prendre en photo sous les arches des couples mariés, tout ça. C'était drôle. Toutes les origines, enfin voilà, de tout type ethnique, enfin je sais pas comment dire, sans qu'on croie que je suis raciste ou quoi, mais voilà, vraiment des Indiens, enfin vraiment, oui, c'était assez rigolo. Et puis dans l'eau, forcément, il y avait des cons qui passaient pour voir les plantes, quoi. Bon. Et voilà, tout le groupe, parce que du coup, ce jardin abritait une population naturelle
Le jardin a été construit autour d'une population naturelle, donc d'un chêne, Quercus engelmanni, on verra un peu plus tard. Donc c'est une population qui souffre du coup de l'expansion forcément urbaine de Los Angeles, que c'est une ville qui grossit, enfin son aglo en tout cas. Et tous les chênes là étaient couchés par le vent, tout ça, mais pas déracinés, donc ce qui fait que le tronc était à l'horizontale, mais les plantes poussaient encore. C'était assez étonnant. C'est le seul endroit qui n'était pas entretenu du coup, vraiment pour que la plante puisse se régénérer, les semis reprendre, tout ça. C'est assez drôle. Le lendemain, un autre jardin que moi j'ai trouvé plus intéressant qui va regrouper du coup toutes les plantes, des plantes californiennes au sens large, donc aussi bien Californie états-unienne que Californie mexicaine. À gauche, Washingtonia filifera, qui est le vrai chêne de qui est le vrai palmier de Californie. Et c'est pas celui qu'on trouve à Los Angeles, parce que la différence, c'est que celui-ci n'est pas auto-nettoyant. C'est-à-dire que quand les palmes sont sèches, elles restent accrochées, alors qu'à Los Angeles, elles tombent d'elles-mêmes au fur et à mesure. Donc, Washingtonia filifera, je trouve qu'il a plus de gueule comme celui-ci. Pinus torreyana, bon, c'est un pin qui est endémique au comté de San Diego, qu'on verra en dernier moment. Alors, Quercus palmeri, nous le verrons, donc c'est un chêne doré, le troisième. On le verra dans la nature, mais il fait des cupules, si vous voyez, complètement évasées, complètement ouvertes. Et par rapport à d'autres, ça n'a rien à voir. C'est comme ça qu'on le reconnaît très souvent, même si ce n'est pas toujours le bon caractère, mais on le verra dans la nature, c'est plus intéressant d'en parler quand on le voit dans la nature. Bon, ça c'est une plante que j'ai trouvée étonnante, Fouquiaria columnaris, je ne connais pas du tout, mais bon, on découvre. Faisait presque une dizaine de mètres d'eau. J'adore les berberis, les mahonia, tout ça, donc en voici deux californiens, avec de très jolis feuillages. Un jet bleu. Alors, il n'a pas l'air commode comme ça, mais en fait, il grimpait sur la petite voiturette de golf qu'on utilisait pour déambuler. Non, en fait, il était avec nous, quoi. Il nous accompagnait. Je me suis approché de très près quand même pour le prendre en photo. C'est quasiment pas zoomé ce truc. Une autre plante de la famille des Ericacées, donc comme les Arctostaphylos. Je ne sais plus si c'est comestible, enfin je ne me souviens pas si j'ai goûté ou pas ça. Ça, j'en verrai dans la nature un peu plus tard, mais les photos ici sont beaucoup plus belles. Je ne sais pas si c'est rustique, ça se peut que ce soit un petit peu limite en rusticité. Quercus macdonaldi, donc un hybride naturel qui pousse uniquement sur les îles. Donc je vous montre les photos, il faudra vous en souvenir, mais je vais vous en parler demain. Ce sera dans un meilleur contexte. Comme Quercus tomentella, bon, je l'ai mis là parce que c'est une rareté, c'est le quatrième chêne doré, mais dans son contexte naturel ou presque naturel pour lui, ce sera plus intéressant. San Bernardino National Forest, donc là c'est au nord de Los Angeles. Alors on devait y aller, mais je m'étais renseigné un petit peu avant et il y avait de très gros incendies à cet endroit-là. Donc la zone où nous devions aller, du coup, était encore fermée au public, parce qu'après les gros incendies, il faut aussi refaire les routes, tout ça, c'est bien, ça fait marcher l'industrie. Donc on a dû se rabattre sur un autre endroit, et on n'a quasiment pas vu de chêne, mais peu importe, la végétation autre est très intéressante. Voilà un peu les points de vue. Je passe assez vite. Des pins qui étaient en pleine régénération, une céanote en fleurs, Calocedrus, il y a un cultivar ornemental, Oreo variegata, je crois, qui est connu, mais voilà, la forme sauvage est originaire d'ici. Et en plein milieu, on voit, c'est un chêne rouge, qui a le tronc mort et du coup qui a rejeté complètement autour. Voilà, vous avez plusieurs rejets qui repartent de la souche. Et là, la plante doit faire 6-8 mètres. Un Orthostasphylos, endémique de cette petite montagne,
Et preuve qu'il fait froid aussi en Californie. Les fleurs ont gelé. Il a fait -20 l'hiver 2023-24. Donc, pas très loin de Los Angeles, mais à 1500 mètres d'altitude à peu près. Voilà, encore un petit peu de paysage. Et bien entendu, un burger. En arrivant à Long Beach, donc au sud de Los Angeles, pas très loin de l'océan. Bon, quand j'ai vu Hôtel Royal, je me suis dit, ouais, je tente de parler français. Non, non, c'était une connerie. Il aurait mis Royal Hotel, ça aurait été pareil, quoi. Pas un seul mot français. Bon, ils sont très flattés quand ils voient des Français, hein, les États-Unis, ils aiment bien les Français. Et du coup, Santa Catalina Island, donc une île dans le Pacifique, donc qui est au sud de Long Beach, hein, c'est à peu près à 1 heure, 1 heure et quart de ferry, qui est du coup dans un archipel qu'on appelle les Channel Islands. Alors si vous traduisez ça, ça fait île anglo-normande. Bon, un peu particulier, quoi. Donc il y a plusieurs îles. Les plus connues botaniquement, c'est Santa Rosa, Santa Cruz. Donc c'est les 2 îles qu'on voit au nord, et Catalina. Bon, botaniquement, c'est souvent les îles les plus citées. Là, vous pouvez mettre une petite musique de Jurassic Park. On arrive à Isla Sorna. Donc, sur le bateau, on était accompagné par sur le bateau, non, à côté du bateau plutôt, par quelques dauphins. Et en arrivant, du coup, un pélican occidental qui nous regardait et qui voulait absolument être pris en photo d'ailleurs. Donc, on était accompagné par le conservatoire de l'île, à qui appartient l'île par ailleurs. Et donc, il y a une seule ville en fait sur cette île qui s'appelle Avalon, qui est plutôt touristique. Je vais en parler un petit peu après, un peu de tourisme. Et nous, du coup, on a été dans le milieu naturel, donc du coup, on est sur un contexte insulaire, alors c'est assez protégé et du coup sensible aux impacts de l'extérieur, bien entendu. Ça n'empêche pas d'avoir des câbles électriques, des antennes relais, hein, toujours besoin de Wi-Fi. Donc voilà, 2 plantes, c'est sous arbrisseau, ça, Eriogonum giganteum. Alors Eriogonum, c'est un genre très très riche en Californie, et Eriodictyon, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'espèces, mais c'est très très californien également. Et quand vous voyez Traskiae ici, du coup c'est en référence à une botaniste, à une femme qui s'appelle Blanche Trask, enfin qui s'appelait, petit moment, qui a beaucoup herborisé justement sur les Channel Islands et sur le sud de la Californie. Donc il y a pas mal de plantes qui du coup portent le nom de Trask. Et voilà, c'est cette petite dame-là. C'est à souligner, c'est rare de trouver justement des femmes botanistes, en tout cas début 20e, fin 19e, c'est peu courant. Bon, une céanote, très grosse, hein, fait 4-5 mètres de haut. Pas très belle sur la photo d'ailleurs, un Arctostaphylos présent uniquement sur Catalina. Petite plante d'1,50 m. Voilà, on voit le Pacifique derrière la plante. Là, je vais vous montrer ce que c'est que cette plante ensuite. Quercus pacifica. Donc ça, c'était un sujet, un individu assez énorme. C'est une plante qui normalement fait 3 mètres de haut. C'est assez rare de voir des plantes comme ça. Donc là, il faisait à peu près 5 mètres de haut, presque 10 mètres d'envergure. C'était un monstre. Bon, c'est un survivant des différents incendies. Il faut savoir que l'île a été ravagée à hauteur de plus de 10% en 2007, je crois. Donc, du coup, il y a des zones de régénération. Il y a des plantes qui souffrent forcément un petit peu plus que d'autres des incendies. Voilà, Quercus pacifica, c'est censé plutôt ressembler à ça. Une plante de 3 mètres de haut, très touffue, très dense. Donc ça, c'est un chêne blanc. Et donc, du coup, ce que je vous disais juste avant, c'est par rapport à McDonald's, donc, qui est l'hybride entre pacifica et lobata, qu'on a vu tout à l'heure. Et lobata, ce qui est étonnant, c'est qu'il est uniquement présent sur le continent, et pacifica uniquement présent sur les îles. Et malgré tout, il y a quand même un hybride. Bon, voilà, c'est certainement lié à la géologie, à la formation des îles, qui fait que
il y a eu cette plante-là qui s'est créée et voilà, il y a eu une séparation pour la garde du gamin. Et donc, McDonald's, lui, est resté sur l'île parce qu'il est présent uniquement sur l'île et pas du tout sur le continent, l'hybride. Et l'hybride aujourd'hui est fixé, donc du coup, les semis sont fidèles à l'hybride. Il ne repart pas à l'un des deux parents. Encore un peu de paysage. Et la plante, donc ce lieu-là, c'est Ironwood Grove. Et l'Ironwood, pardon, c'est ça, Lionotamnus floribundus, donc une plante de la famille des rosacées, qui ne pousse cette espèce-là uniquement sur Catalina, et qui est de la famille donc, des rosacées, et qui va dévoiler, j'ai une photo un petit peu plus tard, une écorce extraordinaire. C'est une plante dans son milieu là, qui est protégée. Il récolte les graines, il les sème en pépinière pour essayer de le réintroduire à droite à gauche. Pour le coup, lui, les incendies, alors il repart, mais il a une végétation quand même assez lente. Donc du coup, trop d'incendies, c'est pas bon pour l'espèce. Petite pause déjeuner quand même, donc on a été tout en haut, in the sky, mais même in the cloud, hein, on était vraiment dans les nuages, ça caillait quand même pas mal. Donc forcément, c'est des vues assez superbes hein, quand il n'y a pas trop de nuages, et puis une diversité très forte. Donc il y a un aéroport en haut, un aérodrome plutôt. Et on a fini dans le jardin botanique. Donc Wigley, c'est le nom de l'ancien propriétaire de Catalina, qui du coup en a fait don au conservatoire sur son test ou de son vivant, enfin bref, peu importe. Et donc du coup c'est un jardin qui regroupe la flore de Catalina et aussi quelques plantes principalement mexicaines comme Cetopuntia. Un Cercocarpus endémique à Catalina, vous voyez var blancheae en lien avec blanche trasque, dont je parlais tout à l'heure. Le Lionotamnus, justement, l'Ironwood, il y avait des graines ici, et donc une très belle écorce. Hein. Cercocarpus traschiae, donc toujours pour blanche trasque, mais du coup, voilà, là pour le coup, c'est une autre espèce. Et le chêne que nous voulions voir sur Catalina, c'est lui Tomentella. Donc on n'a pas pu aller le voir dans le milieu naturel, on l'a vu que dans le jardin, parce que le groupe était trop important. Et du coup, pour éviter d'avoir un impact trop lourd sur le milieu naturel. Donc là, le groupe est très rallongé, c'est parce qu'il y a une grosse équipe du conservatoire avec nous. Donc voilà, un chêne doré qui, lui, est un arbre, il forme un arbre, et il ne pousse que sur les îles. Donc les îles californiennes et aussi une île un peu plus au sud, au Mexique, qui s'appelle Guadalupe, Isla Guadalupe. Bon, on a fini la journée assez tôt. On est rentré pour certains à pied entre le jardin et une petite trotte entre le jardin et Avalon. Voilà, c'est la petite ville la plus charmante que j'ai trouvée, moi, personnellement, en Californie. Sinon, ça n'a aucune âme. Hein. Enfin, vraiment, les villes, c'est moche. Mais Avalon, moi, je trouvais ça plutôt sympa. Et forcément, hein, on avait là un peu de temps l'après-midi. On a pris un verre ou deux avec tout le groupe et puis aussi l'équipe de Catalina Conservatoire. Et enfin, la dernière partie, dans le comté de San Diego. Donc là, direction le sud. Donc il n'y a pas de journée de transition puisque bon, ça fait, je crois, 1h30 de route à peu près, 2 heures, pour arriver du coup à notre première destination. Donc les 2 premières journées vont un petit peu se ressembler et la troisième va être assez particulière. Donc premier point de rendez-vous, on va à Encinitas dans le jardin botanique de San Diego.
Alors, j'ai quasiment pas de photos des jardins botaniques, j'en avais marre des jardins botaniques. Et donc, du coup, on a suivi une conférence sur les chaînes, bien entendu, spécifique au comté de San Diego, avec un expert local qui s'appelle Fred Roberts, qui est très, très monomaniaque, lui, Fred. Et il nous a servi du coup de guide durant les 2 premières journées dans le comté de San Diego. Une conférence, même en anglais, ça passe. Il y a pas mal d'images quand même s'il avait un accent pas évident. Bon, là, une petite entorse, c'est pas un chêne, c'est un mahonia, mais probablement une nouvelle espèce. Mahonia ou berberis, hein, c'est assez. Aujourd'hui, les 2 genres, des fois, sont mélangés ou distincts. Et donc, peut-être une nouvelle espèce. Donc, ça, c'était un couvre-sol. Donc, on était dans une zone résidentielle, c'est assez étonnant. Et ça, pour le coup, en France, j'ai pas l'impression que ça se passe comme ça. En fait, le parking était posé dans le milieu naturel. Un parking était tout neuf, mais ils n'ont pas détruit tout ce qui se trouvait autour. Souvent, en France, on pense à tout détruire et à replanter des gros arbres qui vont avoir du mal parce qu'il va falloir les arroser comme des tarés, parce que forcément, voilà, plus c'est gros, plus c'est compliqué pour la reprise. Là, du coup, non, c'est comme si le parking était vraiment tombé du ciel, quoi. Voilà, c'est comme les frontières entre les États, c'est une ligne droite, c'est à peu près pareil. On a posé le parking et tout autour, du coup, c'était resté naturel. Et donc, du coup, c'est grâce à ça on a pu avoir ce mahonia. Et aussi le chêne qui se trouvait juste au-dessus, Quercus dumosa, un chêne blanc. Puis il y a la particularité, du coup, les chênes, pour les reconnaître entre eux, en fait, il y a des poils souvent sous les feuilles, qu'on appelle des trichomes, et donc lui, on les voit à l'œil nu. Enfin, voilà, on voit des longs poils à l'œil nu, assez facile. Enfin, assez facile. Faut un petit peu s'entraîner au début, mais voilà. Donc ensuite, on a été quand même dans plusieurs milieux naturels intéressants. À Harmony Grove, donc du coup là, il y avait une belle rivière qui passait au milieu, anormalement chargée. D'ailleurs, il y avait un gros débit par rapport à d'habitude, donc c'était pas du tout une année de sécheresse en Californie, comme la Normandie. Oui, c'est pareil, c'est le même combat. Et bon, plusieurs plantes intéressantes. Je suis très vite extrait du groupe parce qu'ils sont restés combien de temps sur la même plante. Bon, voilà. Et donc, du coup, j'ai pu voir un Xylococcus bicolore, donc une éricacée. Donc là, je l'ai vu dans son milieu naturel, je l'avais vu dans un jardin précédemment. C'est quand même plus cool de la voir dans le milieu naturel. Ça fait pas forcément les plus belles photos, mais ça fait des meilleurs souvenirs en tout cas. Et ça permet de mieux apprendre et de voir un peu comment elle pousse, avec quelles plantes autour. Donc là, pareil, on est toujours dans un paysage de chaparral, hein, de garrigue. Et on voit, peut-être que vous connaissez, une sauge, Salvia mellifera, en français, des fois c'est sauge eucalyptus ou sauge miel. Enfin, bref, donc voilà, elle est originaire de Californie. En fleurs, là, je pense qu'il y avait des tiges florales de mémoire qui faisaient presque. Je pense que je les voyais vraiment à hauteur des yeux. Ça devait quasiment monter même à 2 mètres. Et donc un feuillage très très parfumé. Et encore à cette époque-ci, c'est pas là où c'est le plus parfumé, puisque toute l'énergie est partie dans les graines. Mais ouais, c'est assez puissant comme parfum, très camphré. C'est le plus sympa de l'avoir dans la nature, dans les jardins. Enfin, en tout cas, ça permet de comprendre pourquoi elle n'est pas toujours facile à cultiver d'ailleurs. On verra une autre sauge, encore plus chiante à cultiver d'ailleurs. Le parc de Dos Picos, où on va voir l'un de mes chênes préférés de Californie. Donc pareil, c'est un milieu naturel et il y a juste des allées qui sont tracées pour servir. C'est un parc, il y a beaucoup de bancs, tout ça pour vivre. Il y a même une pièce d'eau. Je me souviens plus si elle est. Moi, je pense qu'elle était naturelle, mais voilà, il y a des gens qui pêchaient et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment inscrit dans la nature. Les activités humaines, en tout cas, à cet endroit-là, étaient vraiment inscrits au milieu de la nature, avec un impact minime. Il y a un impact quand même, bien entendu, mais plutôt minime. Un bel hybride, alors moi que je trouve joli, mais le vrai intérêt, pourquoi je vous le montre, c'est pour la petite araignée sympa en bas à gauche, donc en anglais Link Spider, et qui du coup qui a un aspect assez hirsute, hein,
Alors, je ne sais pas si ce sont des poils ou des aiguillons, que sais-je. Bon, du coup, j'ai pas trop voulu y Super, ouais. toucher. Et elle promenait son nid. Ouais, puis vraiment à hauteur des yeux. Elle est coquette, elle voulait qu'on la voit quand même, la petite. Et ça, c'était un chêne, du coup, qui faisait 4 mètres de haut, à peu près. Un hybride spontané. Donc, il y a des hybrides qui ont des noms. Je vous ai montré quelques noms au tout début, dans une diapo blanche. Et il y a des hybrides où ils ne sont pas nommés. On pourrait s'amuser à les nommer éventuellement, mais voilà. Donc là, on connaît les parents, quoi. Donc, des fois, c'est presque aussi bien. Ça permet de ne pas chercher à savoir à quoi correspond un X, McDonald's, qui sont les parents. Là, on sait direct. Bon, sur les étiquettes, ça fait un petit peu plus long, du coup. Quercus agrifolia, vraiment de mes préférés en Californie. Donc ça, c'est un arbre qui peut faire 15-20 mètres à peu près, feuillage persistant. C'est un chêne rouge. Donc les chênes rouges, il n'y a pas que des chênes avec comme vous connaissez pour le chêne rouge dit d'Amérique. Bon, voilà, autre parenthèse, tous les chênes rouges sont d'Amérique. Quercus agrifolia, donc, qui a la particularité, contrairement à la plupart la quasi-totalité des chênes rouges, à avoir un cycle de maturation des glands d'une seule saison. Donc, il fleurit au printemps. En automne, vous avez les glands de cette même génération. Pour les autres chênes rouges, ça se passe en 2 saisons. Donc ici, c'était l'espèce dominante. Bon, je la trouve rigolote, cette photo. C'est pas hyper inclusif, mais bon, je m'en fous. Avec son petit panneau handicapé, Michael. Et puis, du coup, forcément, hein, donc là, vous avez nos 2 guides. En haut, Fred Roberts, au premier plan. Et en bas, Sean. Pas très sérieux, Sean. Un resto Tex-Mex. J'ai jamais compris ce que j'avais bouffé dans ce genre de resto. On mange mieux en France quand même. Là, c'est une journée assez chouette, ça. La deuxième journée dans le comté de San Diego. Voilà, on repart de Ramona où nous étions. On finira à San Diego et on fait une petite boucle, une petite balade. Et on commence par une réserve indienne de Santa Isabel. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est la savane, ce qu'on appelle la savane californienne, composée de 2 chênes. Quercus engelmani, un chêne blanc avec un feuillage bleuté, une plante plutôt large, plus large que haute, qui m'a beaucoup déçu parce que les glands n'étaient pas mûrs, et Quercus agrifolia varroxiadenea, qui est du coup, on a vu agrifolia, et là une variation pour s'adapter à la chaleur et à la sécheresse. Et donc du coup, le revers des feuilles, on voit en bas à droite, très très poilu, ce qui n'est pas le cas chez agrifolia type. Il y a encore débat, est-ce que c'est une autre espèce, est-ce que c'est une variété ou est-ce que c'est tout simplement l'espèce type, mais juste une forme locale. Bon, voilà, bon, ça c'est des débats de botanistes, mais voilà, sachez qu'il y a des formes plus poilues que d'autres et qui normalement ont un autre nom. L'envers du décor, donc Michael qui travaille au Jardin botanique de San Antonio, au Texas, qui a un compte Instagram sur Texas Flora. Donc, il prend beaucoup de précautions pour prendre ses photos. Et j'avais pas vu que pendant que je prenais la photo de Michael, ça me faisait rire, que de l'autre côté, notre cher président de l'iOS prenait l'autre photo. Moi, ça me fait rire. Et à droite, on voit du coup un client pour les glands, un écureuil. Donc, vous voyez, les chênes poussent vraiment sur des cailloux. Hein. Vous avez les grosses roches qui sortent, les chênes épousent les roches. Et l'écureuil, lui, se régale. Un hybride, là, de chêne rouge, d'ailleurs, entre Agrifolia oxyadenia et Kelloggee, qui a vraiment des feuilles du chêne rouge que vous connaissez. Donc, bon, petite anecdote, en fait, en 2019, il avait déjà été étudié, ce chêne. Il y a un article sur des revues que je suis sur cet individu-là. Donc, voilà, il y a des petites recherches, c'est intéressant de voir qui était-il. Une adresse sympa, vue sur le désert.
Donc à gauche, Quercus kelloggii, le chêne rouge, et à droite, Quercus chrysolepis, le chêne doré classique, enfin celui qu'on a vu plusieurs fois déjà, avec un feuillage encore différent de ce qu'on a pu voir. Un Orthostaphylos endémique à cette région-là de la Californie. Un chèvrefeuille que je n'ai pas goûté, je crois, donc voilà, je ne sais pas. Et que j'ai peut-être identifié comme subspicata, mais sans les fleurs, c'était compliqué. Le conifère dominant ici, qui est en fait très menacé. Pourtant, les populations ici vont très très bien, mais c'est que sa zone de répartition est assez restreinte. L'Hesperociparis stephensoni, qui a une très très jolie écorce, puis un joli feuillage bleuté, on repère assez facilement. Un autre Quercus chrysolepis. Bon, pour les personnes exercées à ce chêne, ça c'est un feuillage exceptionnel. Très, ouais, et du coup, en triant mes photos, j'ai nourri quelques regrets, mais c'est comme ça. Mais ouais, une chouette plante. Un feuillage assez extraordinaire. Et le gros point d'orgue de cette journée, le désert d'Anza-Borrego. Donc le désert, c'est pas forcément le Sahara avec que du sable. Les déserts américains, donc ouais, Nord-Mexique, Sud-États-Unis pour la plupart. Voilà, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, encore une fois, on a fait un trait au marqueur sur une carte et on s'est dit on va mettre une route. Et ça fait un petit peu ça, quoi. La route est posée au milieu de la nature. Un chêne qui pousse ici dans le désert, il y en a un peu partout, Quercus cornelius mulleri, un chêne assez récemment décrit, dans les années 80-90. Un chêne blanc, arbustif. Ça résiste à la sécheresse, hein. Vous pouvez y aller. Il y a pas mal de photos. Hop, le désert. Bon, le désert, c'est un lien avec la précipitation et pas l'absence ou la présence de vie. Mais les précipitations, souvent, corrèlent ce genre de choses. Rue Ovata, très très bonne plante à manger. Ça, j'en ai mangé toute la journée dans le désert, très rafraîchissant. On en fait quelque chose qui se rapproche de la limonade, d'ailleurs. On mélange les fruits à l'eau. C'était vraiment super bon, acidulé, un peu citronné. Plante intéressante, j'ai trouvé. Donc là, la plante à gauche est morte, mais c'est pas à cause de la sécheresse, c'est que c'est une plante monocarpique. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a fleuri, fait ses graines, eh bien, elle meurt. Ça devait être un yucca, je crois. Et à droite, c'est un Arctostaphylos, Arctostaphylos pringlei, avec un feuillage gris. Une adaptation à la chaleur, ça les feuillages gris bleutés. Un hybride qui avait un feuillage assez extraordinaire, très très fin et allongé. Pareil pour les glands, un cutidens, donc c'est un hybride entre Engelmanni et Cornelius mulleri. Ouais, un arbuste qui faisait 2,50 m de haut à peu près. Pareil, ça, la chaleur, ça ne le dérange pas. Le paysage est immense, hein, ici. Bon, ça c'était en voiture, la photo n'est pas forcément trop belle. Là aussi, si vous aimez les cailloux, c'est un bon endroit. Je pense que c'est ma plus belle photo. Un autre endroit dans le désert où on s'est arrêté. Bon, il y a des endroits avec moins de couleurs, hein, je trouve. Ça cogne un peu ici. Donc la plante qu'on voit là, c'est Cylindropuntia acanthocarpa. Ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des trous un peu partout. Dans le sol, c'était vraiment du gruyère. Et du coup, il y avait des déchets, enfin en tout cas des têtes de ce cactus disposées à chaque entrée de trou. Alors, aucune idée pourquoi. Est-ce que c'est pour se protéger d'intrusion de serpents, peut-être? Est-ce que c'est pour climatiser le trou? Peut-être aussi. Toujours est-il, je me suis même demandé, est-ce que ça ne permet pas à la plante justement de se disséminer, de se réenraciner ailleurs, et ainsi de suite. Bon, voilà, c'est mes petites hypothèses à moi, ça m'amuse. Mais voilà, cactée omniprésente ici.
un yucca, Shigihara. Un cas de parasitisme donc sur Senegalia greggi, qui est une fabacée, si je ne dis pas de bêtises, et qui était parasité par Phoradendron californicum, qui est de la famille du gui. Viscidacée. Je ne me souviens plus du nom de la famille, c'est exactement la même famille que le gui, et c'est exactement le même comportement que le gui. Donc vraiment un parasitisme, tel que le précise la définition. Un Eriogonum, un Hesperoyucca sur de la roche quasiment. Enfin, la photo n'est pas truquée. Un Arctostaphylos. Vous vous étiez écarté de combien de kilomètres de la ligne droite, là, de la route? Oh, Là? là, on est à peu près, on est au moins à une demi-heure là. D'accord. Ok. C'est vraiment beau. Oui, ah oui, c'est immense. Il n'y a pas de mots. Un chêne doré, Quercus palmeri, j'en ai parlé tout à l'heure, avec sa cupule évasée, donc là dans la nature. Donc bon, bah, pas de prélèvement ici pour cette espèce, il ne se reproduisait pas suffisamment et pas correctement. Donc voilà, on touche avec l'appareil photo, quoi. Et ouais. Donc ça c'est un arbuste qui peut faire 5 mètres en tous sens à peu près, très très dense. Et pareil, assez peu de feuilles finalement par rapport à la ramure. Bon, encore une fois, c'est une adaptation à la chaleur, à la sécheresse. Voilà. Moins il y a de feuilles, moins il y a de risque d'évapotranspiration. Et donc, il compense avec des feuilles très souvent bien épineuses et très, très coriaces. Donc là, je n'ai pas suivi le groupe, je suis parti dans un autre coin. Ça m'a permis de voir ce petit truc-là. Bon, je pourrais vous parler de mon anti-abéisme domestique chronique, mais là, vous aviez des abeilles du coup sauvages pour le coup, sur un Eriogonum, et en plein désert, il fait 40 degrés, et puis bon, ça n'a pas l'air de déranger les petites bêtes. Il y avait une petite place avec sur 10 mètres carrés, cette plante-là en fleurs, c'était la fête des butineuses. Il y a quand même des nuages. Un dernier hybride, ça faisait plaisir à Fred, il était maniaque du Berberidifolia. Et un dernier repas, tous ensemble à San Diego, où j'ai mangé le meilleur burger que j'ai jamais mangé, et de très très bonnes bières aussi. Il y avait du choix. Dernière journée dans les Otay Mountains, donc là, une journée assez particulière, très très particulière. Faut voir la carte. Donc du coup, on a un petit briefing quoi. Au début, donc nous partons avec le zoo de San Diego, qui est un des zoos les plus connus au monde, et le jardin botanique de San Diego où nous étions un petit peu plus tôt, justement pour voir le chêne le plus rare de Californie, donc dans un milieu assez particulier, puisqu'on nous dit attention aux serpents. Bon, okay. Et après, on nous dit il y a des risques d'enlèvement, de fusillade et tout ça. Bon, ok, chouette. Donc nous sommes à la frontière avec le Mexique. Bon, voilà le milieu. Bon, c'est des plantes qu'on a déjà quasiment vues. Oui, non, bon, un autre cyprès avec une aire de répartition assez restreinte. Xylococcus à gauche, à droite, je ne saurais même pas dire exactement ce que c'est comme plante, j'ai du mal à l'identifier. Et là, on voit un autre trend marqueur. Donc, en face de nous, c'est Tijuana, donc c'est la ville la plus grosse ville du Mexique, hein, c'est plus gros que Mexico. L'agglo de Mexico est plus grande, mais Tijuana, en tant que ville elle-même, est plus grande que Mexico. Et donc les gens voilà, s'agglutinent à la frontière avec les États-Unis, donc la ville ne fait que grossir. C'est aussi une ville où il y a à peu près 3 meurtres par jour, je crois, en moyenne. Et donc voilà, on voit le trend marqueur qui se prolonge. Tadam!
Donc ben voilà, le fameux mur qui Ah sépare ouais, les deux pays. Donc il est sur deux rangées très souvent. Donc il est construit sur le côté états-unien. Donc il a été construit en 2007, là, donc ça n'a rien à voir avec Trump. C'était sous Bush, ça a été continué sous Obama. Trump a remis une portion et que Biden a fait semblant d'arrêter pour remettre ensuite en construction. Voilà. On ne parle pas de tout. Il y a les gentils et les méchants d'après les médias, mais bon, voilà. Et petit point, j'en ai parlé un petit peu à tout le monde. Moi, ça m'a un peu glacé ce truc. Et pour tout le monde, c'était absolument normal. Et ah pourtant, ouais. des personnes d'obédience différentes, hein, des Californiens, des mecs de l'Oregon, donc là, c'est pas du tout républicain, c'est plutôt démocrate. Et des Texans, bon, pour beaucoup de Texans, j'étais moins choqué, enfin, moins surpris. Et puis, tous m'ont dit, mais à l'unisson, hein, et si vous aviez eu ça contre les Allemands? Voilà, tout le monde a fait ce rapprochement-là. L'anglais aussi, d'ailleurs. Le seul mec à qui j'ai pas demandé, c'est le président qui vient de l'Uruguay. Donc lui, je lui ai pas demandé, mais voilà. Tous les États-Unis m'ont dit la même chose, et le Britannique également. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il faut forcément juger ce truc-là en fonction de Trump ou pas? Je vous laisse méditer tranquillou, bilou. Mais quand même, donc là, on est à 500 mètres de la frontière, mais côté états-unien, et nous partons pour une petite randonnée dans un canyon. Voilà une sauge impossible à cultiver correctement. Salvia apiana, la sauge blanche. Bon, bah, quand je vois le milieu, je comprends. Hein, il faut de la chaleur et il faut du sec archi sec. Mais il y en avait absolument partout ici, la sauge blanche. Voilà, petite marche dans le canyon. Donc là, c'est direction le Mexique, ce que je vois, mais nous allons dans mon dos. Donc il fait chaud, mais finalement pas plus qu'au nord. Il y a toujours une moyenne de 35 degrés tous les jours, quoi. Quand on est à basse altitude en tout cas. Là, en altitude, on est à peu près à 160 mètres. On est assez bas. Et donc le fameux chêne, le chêne le plus rare de Californie, qui est du coup le 5e chêne doré, Quercus cedrosensis, qui a été découvert aux États-Unis en 95 seulement, 1995, et du coup qui doit son nom à une île qui s'appelle Isla Cedros, qui est au large de la Basse-Californie. Donc on le connaissait uniquement au Mexique, en Basse-Californie mexicaine. Et du coup, il a été découvert ensuite et il bénéficie d'un programme de surveillance et du coup de préservation qui, pour moi, est stupide, mais c'est ainsi. C'est une plante qui n'arrive plus à se reproduire, qui est en train de disparaître, tout simplement. L'être humain n'y est absolument pour rien. Bon, on veut toujours s'acharner à protéger des choses, mais bon, voilà. Tout le monde a une date d'expiration, les individus, mais les espèces aussi. Mais ça se trouve, l'être humain sera éteint, que lui ne le sera pas encore, mais là, en photo, c'est le seul et unique gland qu'on a pu voir sur toute la population. Un gland n'a jamais été autant pris en photo, hein, même dans les films porno. Ici, il tend du coup des marcottes aériennes pour le multiplier. Et puis voilà, donc ça c'est géré surtout par le zoo de San Diego et puis le jardin botanique de San Diego. Un peu de paysage. Donc il y a pas mal de chênes quand même qui se trouvent là, mais voilà, avec un taux de reproduction très très bas. Donc forcément, il est classé, il est sur la liste rouge de l'IUCN. Mais bon, voilà, ça permet de relativiser cette liste qui n'est pas toujours à prendre comme un absolu drame, en tout cas pour lequel on y serait pour quelque chose. Une belle photo de merde, du coup, de coyote. Et bon, du coup, c'était intéressant, j'aurais pu ramasser ça, parce que du coup, ces graines sont très difficiles à faire germer. Et le fait de passer dans l'estomac d'un mammifère, du coup, ça facilite la germination, mais on voit qu'il n'en récolte pas grand-chose quand même, l'animal, parce que ça ressort plus ou moins tel quel. Et dans le médaillon, une mygale
Miguel de Californie, qui était, du coup, qui a dû prendre un coup de godasse quoi, par quelqu'un devant moi sur la piste. Donc, malheureusement, je ne l'ai pas vu se déplacer. On a toujours notre cerveau qui nous dit que les petites bébêtes comme ça, c'est dangereux, mais bon, c'est des instincts primaires. Quoi. Mais bon, voilà, tant pis, dommage. Une dernière vue. Donc, on voit un petit point d'eau, c'est la Tijuana River, qui est un fleuve, mais côté états-unien. Donc là, ouais, on regarde vers le nord. Là. Donc c'est le dernier point de vue du voyage. Pour une belle forme d'Arctostaphylos, là. Une écorce incroyable. Piquiringia, la famille des fabacées, un arbuste épineux, fait 1 mètre de haut, très large. Un joli feuillage glauque, gris glauque. Alors forcément, on n'avait pas le droit de récolter par ici, et ce qui était très rigolo, c'est que la plante dont on voit les hampes, je crois que ça devait être un Espero yucca ou un yucca. Il y en a un de nous qui l'a secoué comme pour voir vraiment des centaines de milliers de graines tombaient. Quoi. Donc on imagine bien que si tu prends 10 graines, tu fous en l'air toute la biodiversité. Des fois, il y a des choses qui sont tout à fait contestables. Un dernier Arctostaphylos quand même, celui qui est originaire du coup de cette montagne, qui a un joli feuillage glauque, une belle écorce. C'est vraiment des plantes qui m'ont plu. Une clématite, parce que je me dis pourquoi pas. Qui grimpe du coup dans un chêne arbustif, Quercus berberidifolia. Quercus berberidifolia qu'on voit ici en haut à droite, à gauche un hybride de chêne rouge, et en bas à droite un chêne rouge. Et donc ces 3 plantes-là, c'est les 3 chênes qu'on a vus le premier jour. Alors je ne les ai pas mis sur le diapo, mais voilà. C'est les 3 premiers chênes que j'ai vus en Californie. Ça permet de boucler la boucle du nord au sud, un dernier paysage très moutonneux, hein, ces paysages en Californie. Donc les chênes rencontrés, on n'en a pas raté beaucoup, hein, en sachant que Durata gabrielensis, c'est probablement une espèce qui n'existe pas vraiment et qui devrait être regroupée sous le nom de Durata tout court. Parvula sont présents sur les autres îles que nous n'avons pas vues, et Sadleriana, lui, est vraiment tout au nord de la Californie et au sud de l'Oregon. Et du coup, marqué d'un astérix, c'est ceux qu'on a vus, mais pas dans le milieu naturel. Donc Domentella, qu'on a vu dans le jardin botanique de Lille, et John Tekiri, que nous avons vu dans le jardin botanique que j'ai bien aimé, qui était assez sauvage et pas trop soigné. Les sponsors du voyage, la pépinière Cistus, le zoo de San Diego, le jardin botanique Catalina, Huntington, bien entendu la Société internationale des chênes dont je fais partie, la Fondation Arboretum de France qui a financé une partie de mon voyage et bien sûr la pépinière qui a financé l'autre partie. Et donc voilà, hein, là, ce qu'on voit, c'est la suite des aventures, le Mexique. Et voilà, c'est tout pour moi. Fantastique, merci beaucoup. Hein. Ouais, j'avais jamais eu de retour de ce type-là sur cette région, c'est bluffant. Merci. Hein. Avec plaisir. C'est d'autant plus touchant que, je connais pas forcément cette flore, mais je vis j'ai passé beaucoup d'années dans le sud de la France et il y a beaucoup de parenté en fait climatique. Et beaucoup de, voilà, c'est une végétation un type de végétation que j'aime bien. Je connais pas forcément assez. Mais... Ouais, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est très, très, très riche. Il y a vraiment, c'est assez incroyable la diversité. La Californie, c'est à peu près 5 fois plus riche que l'ensemble de l'Europe en termes de diversité. D'accord. Sur un tout petit pays, un État qui est plus petit que la France. Donc c'est assez impressionnant. Et quel sera le prochain voyage? Cet automne, le Mexique. Le Mexique?
Ouais. C'est pareil pour suivre du coup la conférence tous les 3 ans de la Société internationale des chaînes. Et du coup, D'accord, avant et après, on va se balader un petit peu autour du d'accord. lieu en question. Dans le nord du Mexique ou parce qu'après c'est Plutôt au sud, le lieu de la conférence, je ne sais pas si tu connais, c'est Oaxaca. Oaxaca? D'accord. Donc c'est plutôt les États du sud. On est à la limite du subtropical. C'est quand même, c'est quand même encore correct. C'est vraiment tout en bas. Et puis les zones touristiques au bord des Caraïbes, la péninsule du Yucatan, ça c'est tropical. Donc bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais enfin pour moi. Mm. Mais là, cette partie du Mexique. Et le Mexique, c'est là où il y a le plus de chaînes au monde. D'accord. C'est la Mecque des glands. Je sais pas si je partage cette information avec tout mon entourage. Voilà. Mais ouais, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Mmh. OK. Ouais, non, c'est très, très beau. Merci et ça donne envie d'y aller et puis, ouais, super. La vie est assez Mmh. chère en Californie, par contre. Oui, ouais, j'imagine, c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Voilà, C'est très variable, ça dépend des endroits et des endroits où tu comprends pas, ça a l'air chic, mais en fait, tu payes pas grand-chose pour bouffer, puis tu as des endroits pourris et tu payes le double. ah oui? Et Ah su tu sais pas trop ce que tu payes, en fait. d'accord. OK. Bon, C'est- ouais, je verrai si j'y vais. Bah, le Mexique de ce point de vue-là, ça devrait être plus agréable, enfin moins Ouais, c'est moins moins onéreux. dur économiquement, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, bah, je vais me renseigner aussi sur le Mexique et je connaissais pas, cette association, voilà. Merci beaucoup. Alors bon, forcément, tout est en anglais. Il y a des articles, du coup, j'ai écrit des articles. Il y en a bah, qui paraîtra en anglais. Enfin, je ne l'ai pas écrit en anglais. Mmh. Qui me l'a traduit. Ah bon, pour cette association-là, mais bon, il faut être adhérent pour D'accord, recevoir le d'accord, journal. Bon, le journal, il se présente voilà, d'accord. comme OK. ça, c'est tous les ans. Attention. Il y a plein D'accord. d'articles. Alors, il y a des articles faciles à lire comme le mien, puis il y a des articles beaucoup plus ardus quand on ne parle pas trop bien anglais, Mmh. c'est des fois un peu complexe. Et puis il y en a qui vont paraître en français dans cette revue-là. Donc, ça va être en 3 numéros. Bon, je crois qu'on voit à l'envers, mais c'est pas grave, c'est Hommes et plantes. D'accord. Hommes et Euh, plantes. ouais. OK. Donc c'est la revue du CCVS, c'est le Conservatoire des collections végétales spécialisées, dont je fais partie, moi, pour ma collection de menthes notamment. D'accord. Et puis, donc, du coup, là, je viens de Ah, rendre je sais un pas ça. article qui sera en 3 parties. Donc, bah, les 3 parties D'accord. qu'on a vues, voilà, donc c'est un D'accord. peu plus détaillé que le truc. Et D'accord. normalement aussi, je suis en train d'écrire un truc un peu plus large sur la Californie et ce voyage avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de photos. Parce que D'accord. du coup, ce qu'on a vu, c'est déjà une version très simplifiée de ce que j'avais initialement, enfin, de ce que j'ai déjà sélectionné au début. C'est assez difficile de trier, puis en même temps de faire quelque chose de trop raccourci. Des fois, on a tendance à pas voir correctement les synthèses. C'est bien, mais pour se faire des idées, c'est, je trouve, moins intéressant. Puis bon, là, quand on a des photos, on n'est pas obligé d'en parler, mais juste les regarder, des fois, ça permet pourquoi pas, de s'inspirer. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Ouais, Mmh. les prochaines parutions à propos de la Californie et de ce que j'ai pu y faire. Super. Bah, merci beaucoup et puis, bah, je vais poursuivre les lectures avec ces données-là. Merci. Avec plaisir. Mmh. Merci à toi. Non, bah, avec. C'était très riche. Comment? Mmh. J'ai dit c'était très riche. Merci à toi. Mmh. Non, bah, avec C'est plaisir. vraiment chouette de pouvoir suivre ce type d'aventure. Ouais, ouais, On a ouais. hâte de voir le Mexique. Ouais, alors là, le Mexique, c'est encore plus long, hein. Je crois que c'est une vingtaine de jours. Là, c'était une dizaine de jours, ce sera une vingtaine de jours. Du coup, il faut que j'arrive à gérer ça correctement Oui, pour la pépinière, on, parce que c'est une période ouais, on doit importante pour la tout faire pépinière en aussi. 10 jours. Mm. Ah oui, 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 on passe vraiment du coq à l'âne au niveau des paysages, hein, en Californie. C'est assez impressionnant.
c'est pour ça c'était difficile de juste faire un truc plus condensé. Je pense qu'il fallait voir les différents paysages. Et ouais, pour les plantes, j'ai parlé de quasiment aucune plante là, du coup, hein. Proportionnellement à tout ce que j'ai pu voir. Et même les chênes, hein, j'ai été à la synthèse, j'étais vraiment à l'essentiel, quoi. Mais ouais, non, c'est très très riche, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il n'y a rien. C'est pas parce qu'il y a des incendies non plus que c'est catastrophique. Les incendies, en plus, souvent, c'est lié aux installations électriques qui sont un peu vétustes. Parce que les États-Unis, c'est pas forcément l'Amérique, quoi, hein. C'est énormément de pauvreté quand même dans les rues. Et puis des installations, des fois, enfin, on se demande un peu si on n'est pas un peu au tiers-monde quand même, hein. Il y a une façade et puis il y a le revers de la pièce, quoi, aussi. Et donc du coup, souvent, c'est des arcs électriques qui partent enfin, voilà, des câbles d'électrification à droite à gauche qui donnent des incendies. Et puis, bon, puis il y a aussi les plantes, hein, qui provoquent des incendies justement pour pouvoir se régénérer. Et les incendies sont accentués avec la sur-irrigation, du coup, plein milieu, qui flingue toutes les nappes phréatiques. Et aussi l'alimentation des grosses villes comme Los Angeles, hein, parce que du coup, faut alimenter ce genre de ville. C'est que des logements individuels, il y a très peu d'immeubles à Los Angeles. Donc, c'est pas comme nous, il y a presque plus d'immeubles à Ifto qu'à Los Angeles. Donc forcément, tout ça, faut alimenter et en place, et en flotte, et en tout. C'est vraiment un autre monde, c'est un monde de la démesure. C'est impressionnant. Ils sont capables de tout flinguer en un claquement de doigts, puis en même temps de mettre des efforts colossaux pour protéger une plante qui est censée disparaître. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave, hein. Une plante qui disparaît, il y en a d'autres qui apparaîtront. Et voilà, là pour le coup, on ne peut absolument rien y faire. C'est les cycles de la vie, quoi. Super. Ok. Ouais, je viens de découvrir aussi qu'il y avait un article sur les chênes comestibles aussi. Non, ça y est, je me plonge dans. Ouais, ça Ouais. a attisé ma curiosité en tout cas. Il est en accès libre sur mon site, si tu veux, celui-là. Ouais, c'est là que je viens de le voir. J'ai regardé sur le site justement pour poursuivre. Il y a celui sur les montres, c'est hors contexte, là, pour le coup. Ah, c'est très bien. Non, mais c'est l'occasion pour moi de poursuivre. Et puis, enfin voilà. Maintenant, Il y a pas mal de chênes je saurais. californiens qui sont comestibles, d'ailleurs. Les populations amérindiennes, ont pas mal survécu grâce à ça, d'ailleurs. Avant de subir les foudres des Européens, quoi. D'accord. À poursuivre. Eh bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne continuation à toi, du coup, Marie. Ouais, à bientôt. Et puis, je vous ferai signe de toute façon. Là, pour l'instant, oui, juste pour donner des nouvelles. Moi, j'ai terminé ma formation l'été dernier. Et là, j'avais un peu besoin de me refaire financièrement. Donc, pour l'instant, je travaille dans l'informatique. Mais dès que j'aurai monté un projet ou que j'aurai un objectif un peu plus défini, je vous ferai signe. Voilà. Et il me tarde de trouver un meilleur équilibre de vie et de revenir à mes projets initiaux. Voilà. Bon courage à toi. Voilà. Et merci beaucoup pour ce soir et puis surtout pour toute la formation que j'ai partagée avec vous en 2024. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Très bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bon, du coup, c'est tout bon pour nous. Tiens, Bruce, t'es là, non? Parce que tu m'entends. Je vais bientôt répondre à ton mail, hein, t'inquiète pas. Il répond oui, je suis là sur la conversation. Bon, du coup, t'inquiète pas, ton mail n'est pas tombé dans l'oubli, je m'en occupe rapidement. Très bien, donc je télécharge ça et Xavier la publie sur les réseaux pour que les gens la consultent en replay, en version privée que pour les stagiaires. Ok, ça marche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et avec plaisir. Bonne soirée.
À la prochaine. À la prochaine.